Très bonjour à toutes et à tous, tout de même. Donc, il me revient, suivant la tradition, d'ouvrir notre université d'été sur le thème de l'humain au cœur du changement. Cette journée, qui s'annonce riche en contributions diverses, n'intervient pas à n'importe quel moment de l'histoire de l'enseignement en Belgique francophone et de l'histoire du secrétariat général de l'enseignement catholique. Donc, en effet, un ambitieux pacte pour un enseignement d'excellence a été conclu il y a 5 ans pour l'enseignement obligatoire et il a commencé à être mis en œuvre. Depuis lors, de multiples voix se sont élevées, tantôt pour demander une programmation des réformes qui tiennent compte des contextes de crise que nous avons connus, comme l'épidémie de Covid par exemple, tantôt pour veiller à garantir l'autonomie d'organisation des écoles et le respect de leur liberté pédagogique, et tantôt encore pour contester certains aspects de la réforme, comme la mise en œuvre d'un régime d'évaluation des enseignants et des membres du personnel. Alors, l'humain au cœur du changement. Au programme de la journée, 4 grandes conférences et de multiples ateliers. Nous entendrons d'abord Christine Hess, directrice scientifique de l'Institut Sonecom. Elle nous présentera les résultats d'une enquête réalisée au cours de l'année scolaire dernière à la demande du CEGEC auprès des directions d'école et des centres PMS. La commande était d'essayer de cerner les conditions d'exercice de la fonction de direction dans le contexte contemporain. Nous entendrons ensuite Catherine Schwennick sous l'angle de l'approche neurocognitive et comportementale, ainsi qu'Alain Va sous celui de l'approche systémique. Et en fin de journée, vers 15h, le regard philosophique de Luc de Brabander sur le thème « Changer, c'est changer 2 fois ». Déjà merci à toutes et à tous d'avoir accepté d'intervenir dans notre journée. En début d'après-midi, de nombreux panels seront également organisés avec des personnes de référence pour chacune des thématiques qui traiteront successivement du tronc commun au-delà du tronc, du tronc commun, de l'au-delà du tronc commun, des liens entre l'enseignement et l'emploi, de la direction et de la conduite du changement, de l'avenir des centres PMS et des diverses démarches qualité qui se développent dans les différents niveaux d'enseignement. Alors, la dernière rentrée avant les élections de 2024. On n'en parle pas encore beaucoup, mais le sujet sera bientôt sur toutes les lèvres et retiendra l'attention prioritaire des responsables politiques et des médias dès la rentrée de septembre 2024. Dès la rentrée de septembre, pardon. De septembre maintenant. 2024 sera une année électorale majeure qui concernera l'ensemble des niveaux de pouvoir. D'ici là, d'ultimes chantiers devront encore être menés à bien et des perspectives devront progressivement être tracées pour la prochaine législature. Parmi les derniers chantiers, j'en retiens 2 particulièrement sensibles. La réforme de l'ensemble des fonds de financement des bâtiments scolaires et la réforme du financement des écoles supérieures des arts. Ces 2 dossiers sont délicats parce qu'ils visent à corriger des inégalités de traitement héritées de l'histoire de l'enseignement, et ces inégalités sont aujourd'hui clairement considérées comme contraires à la Constitution dans des arrêts très importants qui ont été rendus par la plus haute juridiction du pays, la Cour constitutionnelle elle-même. Historiquement, la part des fonds de financement des bâtiments scolaires alloués aux écoles libres était de l'ordre de 25% de l'ensemble des budgets disponibles, alors que l'enseignement libre scolarise non pas 25% des élèves, mais 50% des élèves et des étudiants. Sur 133 millions d'euros, seulement 33 millions étaient affectés jusqu'à présent aux besoins des écoles libres. Les discussions relatives au financement des écoles supérieures des arts, qui ont été entamées avec Mme Glatini, se poursuivront à présent avec Mme Berthiaud, qui connaît bien l'enseignement, et notamment l'enseignement supérieur, pour avoir suivi ces matières dans le cadre de ses responsabilités antérieures. L'enjeu financier de ce dossier pour la Fédération Wallonie-Bruxelles est limité, mais il est très important pour les écoles concernées. Donc, en effet, si dans l'enseignement subventionné fondamental et secondaire, les moyens de fonctionnement représentent en principe 75% des écoles organisées par la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Dans le cas des écoles supérieures des arts, le déséquilibre est beaucoup plus grand. En moyenne, un étudiant d'une école supérieure des arts du réseau libre n'est financé qu'à concurrence de 20 à 30% d'un étudiant de l'enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Notons par ailleurs que dans le reste de l'enseignement supérieur, dans les hautes écoles comme dans les universités, ces différences de financement ont disparu depuis longtemps. Les mois qui viennent seront aussi progressivement consacrés à la préparation de la prochaine législature. Le CEGEC, comme beaucoup d'autres organisations, prépare actuellement ses priorités à l'intention du prochain gouvernement. À notre estime, la thématique centrale devra être celle de la soutenabilité des politiques, et ce sous différents angles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste les citer. La soutenabilité des réformes à mettre en œuvre et leur programmation. Je pense en particulier à la mise en œuvre de ces réformes à l'initiative des directions d'école. C'est pour ça qu'on a fait tout ce travail sur les directions. La disponibilité du personnel enseignant nécessaire et les phénomènes de pénurie pour lesquels nous formulerons des propositions très prochainement. Et 3, la soutenabilité du contexte institutionnel et financier de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, sans détailler tout ceci, je me permets, dans le contexte de nos travaux du jour, d'attirer votre attention sur quelques données issues de l'enquête menée auprès des directions qui va vous être présentée beaucoup plus en détail dans les minutes qui suivent. Je vais être très rapide sur le premier slide parce que je suis sûr que Madame S va y revenir. C'est les principales motivations à être directrice ou directeur d'école. Donc Madame S va revenir là-dessus, mais ça me paraît être évidemment un angle de réflexion fondamental. Un autre angle de réflexion qui est très très important pour nous, c'est l'aide structurelle dont bénéficient les directions d'école. C'est pour ça que je me suis permis de tracer un tableau qui distingue les réponses aux questions qui ont été posées par niveau d'enseignement. Donc vous voyez dans la première colonne les différents items. C'est l'aide aux directions hors PO est-elle suffisante en termes de secrétariat, de comptabilité ou de gestion financière, de gestion des élèves et des étudiants, de gestion du personnel, d'informatique, de gestion du bâtiment. Et vous avez toutes les réponses par niveau d'enseignement. Vous regardez verticalement la première colonne, vous voyez que dans le fondamental, on n'atteint pas le niveau de 50% de réponses positives à aucune des questions posées. Donc, il faut lire le tableau, il y a 36% des écoles fondamentales qui considèrent que l'aide dont elles bénéficient en termes de secrétariat est suffisante. Vous pouvez en déduire qu'il y a 64% des écoles fondamentales qui considèrent que l'aide en matière de secrétariat n'est pas suffisante. C'est comme ça qu'il faut lire le tableau, et tout à l'avenant. Vous voyez qu'il n'y a aucun des items qui atteint le seuil de 50%. Le plus aigu se trouve bien sûr à la fin du tableau, mais vous voyez aussi la gestion des élèves et des étudiants. Comme il n'y a pas d'éducateur dans l'enseignement fondamental, on a aussi un problème majeur de ce côté-là. C'est ce que les directions nous disent. Dans le secondaire, les résultats sont nettement moins préoccupants. Vous les voyez au tableau. On sait que les cadres d'aide aux directions sont mieux staffés. Ce n'est pas une information. Mais on voit aussi qu'il y a un besoin important qui est non couvert en matière d'informatique. Je peux vous dire que depuis plusieurs années, je regarde Éric Dauby qui est dans la salle, la direction de l'enseignement secondaire a formulé des propositions au gouvernement pour essayer d'améliorer l'aide aux directions du secondaire en matière de gestion informatique. J'espère qu'on pourra encore progresser d'ici à la fin de la législature, mais en tout cas, ce n'est pas faute d'avoir essayé, et le tableau confirme qu'il y a vraiment un besoin considérable dans le domaine. Dans le supérieur, entre guillemets, miracle, l'aide structurelle aux directions dépasse les 50% pour toutes les variables. Et là, l'explication est assez simple. Ce n'est pas que l'enseignement supérieur est beaucoup mieux financé ou serait beaucoup mieux financé que l'enseignement secondaire, par exemple. Ce n'est pas ça le sujet, c'est plutôt l'inverse quand on regarde les chiffres macro-budgétaires. Mais par contre, l'enseignement supérieur dispose d'une beaucoup plus grande autonomie dans l'affectation de ses moyens, ce qui permet d'avoir pu trouver des solutions pour les différentes variables. Et vous voyez que pour les centres PMS, on est un peu dans la même situation qu'en fondamental. Il y a, je dirais, des difficultés structurelles pour l'ensemble des items. Alors,
Madame S. évoquera aussi les questions de formation. Je trouve intéressant pour le CEGEC de se pencher là-dessus, de regarder les principaux domaines pour lesquels les directeurs en fonction ont suivi des formations et les principales attentes en matière d'approfondissement. Ce sont des choses qui retiendront encore notre attention, bien sûr, à l'avenir. Alors, troisième thème, dernière rentrée scolaire du secrétaire général et organisation de la transition. Donc je serai plus bref sur ce troisième thème, mais il me paraît tout de même pertinent d'en dire quelque chose. Après 20 années comme responsable du CEGEC, le conseil d'administration sera, dans les mois qui viennent, amené à désigner celui ou celle qui me succédera, si possible à partir de septembre 2024. Retenez qu'une procédure de sélection professionnelle sera mise en œuvre et que le processus de transition a été préparé soigneusement. Donc nous avons, dans cette perspective, notamment fait évoluer certains éléments de l'organisation et de la gouvernance du CEGEC pour les adapter aux défis et aux exigences de notre époque. Pour assurer, par exemple, une meilleure intégration des entités historiques créées par niveau d'enseignement, nous avons notamment pris l'option de créer un véritable comité de direction fonctionnant sous le principe de la collégialité. Nous avons également rassemblé les multiples instituts de formation qui existaient au sein d'un seul institut baptisé Institut de formation de l'enseignement catholique. Celui-ci a été placé sous la direction de Francis Littré, que je remercie vivement d'avoir accepté de relever le défi. Je le remercie également d'avoir, avec son équipe, pris en charge de main de maître l'organisation de notre université d'été. Alors, dans la réforme des statuts du CEGEC, nous avons également pris l'option de distinguer les rôles de président du conseil d'administration et de secrétaire général. L'exercice conjoint de ces deux fonctions par la même personne était un héritage de l'organisation historique du CEGEC, et l'évolution retenue s'inscrit dans la volonté de faire progresser la gouvernance du CEGEC d'un double point de vue, à la fois un surcroît de légitimité et à la fois un surcroît d'efficacité. J'ai donc le plaisir de vous présenter notre nouveau président, que nombre de directeurs et présidents de PO connaissent. J'ai cité Jacques Maître. Vous voyez là une photo de Jacques Maître. Voilà, s'il y avait de la lumière dans la salle, je demanderais à Jacques de se lever, mais je pense qu'on ne va pas le faire. Alors, on peut l'applaudir, voilà. On peut l'applaudir. En tout cas, donc Jacques est membre du conseil d'administration du CEGEC depuis plusieurs années, ainsi que membre et président de nombreux pouvoirs organisateurs. Professionnellement, il a fait sa carrière comme financier au service de l'enseignement catholique. Je le remercie vivement d'avoir accepté d'exercer cette fonction et je continuerai bien sûr de l'assister au mieux au sein du conseil d'administration comme administrateur du légué, et ce jusqu'à la fin de mon mandat. José Soblet, qui est aussi à l'écran, a quant à lui été redésigné comme vice-président du conseil d'administration. Tout ce processus, donc grand merci Jacques d'avoir accepté cette mission. Tout ce processus coïncide avec un renouvellement très important de l'équipe dirigeante du CEGEC, dont le slide suivant vous présente un aperçu des évolutions intervenues depuis 2022. Voilà tous les changements qui sont intervenus depuis 2022. Je tiens à vous signaler en particulier l'entrée en fonction en cette fin août de Patrick Lénart, directeur pour l'enseignement secondaire. Vous pouvez aussi l'applaudir comme vous avez applaudi Jacques. Enfin, d'autres échéances s'annoncent encore pour cette année scolaire, et notamment une délibération portant sur la composition de notre conseil d'administration. La volonté sera ici aussi de progresser simultanément sous l'angle de la légitimité et de l'efficacité, dans le respect des équilibres fondateurs du CEGEC et de la législation en vigueur, et avec le souci de garder un conseil d'une taille contenue. L'intention est, d'une part, d'essayer d'assurer au sein du conseil d'administration une représentation de droit de l'ensemble des niveaux d'enseignement et des centres PMS, et d'autre part, de prévoir la désignation d'administrateurs indépendants
reconnus pour leurs compétences en regard des principales missions exercées par le CEGEC. Je vais vous rappeler rapidement les principales missions exercées par le CEGEC. C'est d'abord la représentation des écoles catholiques auprès des autorités publiques et la négociation. C'est ensuite la gestion d'une grande organisation de services. Il y a environ 400 personnes qui dépendent de près ou de loin du CEGEC. Troisième grande fonction, l'animation du projet éducatif de l'enseignement catholique dans le contexte contemporain. Et aussi, quatrième fonction, la contribution de l'enseignement catholique et du CEGEC à l'amélioration du système scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. À la fin du mois de décembre auront également lieu les élections internes au CEGEC pour le renouvellement de notre Assemblée générale et de notre conseil d'administration. Et au printemps 2024, nous organiserons une séance rétrospective et prospective à l'occasion des 30 ans du CEGEC. Belle journée à toutes et à tous. Je déclare ouverte l'année scolaire 2023-2024.